Avril, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Il s'agit d'un trouble qui se caractérise par des difficultés dans la communication, les interactions sociales et des comportements répétitifs. Peu connus au Mali, parents, éducateurs, professionnels de la santé et associations engagées pour la cause de ces personnes ont voulu mettre la lumière sur ce handicap. Si la banane reste un excellent choix pour l'équilibre de l'alimentation, sa conservation demeure un défi pour ses vendeurs en cette période de forte chaleur. C'est pourquoi les acteurs du secteur tentent de s'adapter à la situation. Pour en savoir plus, notre reporter Daouda Kone a fait un tour au marché des fruits dénommé Namasadankan. Djigine Atoumagakou n'est plus la deuxième vice-présidente du Conseil national de transition. Nous a quitté hier mardi à l'âge de 67 ans, militante associative et cadre dans différents départements ministériels. Atoumagakou a également dirigé plusieurs associations de personnes vivant avec handicap au niveau national et continental. Son parcours en fin d'édition avec Aloussini Touri. Très heureuse de vous retrouver pour ces 20h, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais, les ministres en charge des affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel rencontrent demain leur homologue russe Sergei Lavrov. Ils répondent ainsi à l'invitation de Moscou pour parler du renforcement de la coopération dans des domaines d'intérêt commun. La rencontre de ce jeudi vise à concrétiser une volonté des pays de l'AES, celle de porter les relations avec la Fédération de Russie au niveau confédéral. La finalité est d'apporter des solutions idoines aux préoccupations des populations de l'espace. En attendant, voyons les enjeux de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux à Moscou, Brahma Traoré et Sidiki Balou. De la défense à la diplomatie en passant par le développement, les 3-2 sont au cœur du déplacement des ministres en charge des affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel à Moscou. Un déplacement aux enjeux multiples. Le premier enjeu, c'est d'étendre le partenariat et le dialogue politique à l'échelle confédérale entre l'AES et la Fédération de Russie, avec un but de rechercher, répondre aux aspirations profondes des populations de l'espace. Depuis la mise en place de la Confédération des États du Sahel, il y a un autre cadre d'échange et de collaboration qui s'est établi. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre de discussions, de consultations entre l'entité AES et la Fédération de Russie pour pouvoir regarder ensemble comment établir et définir des relations de partenariat, des relations de coopération entre l'entité AES et la Fédération de Russie, d'abord sur les questions de paix et de sécurité, pour pouvoir nous aider à asseoir la souveraineté de nos pays sur nos espaces et ramener la paix et la stabilité, mais aussi envisager ensemble des actions qui touchent aux enjeux géopolitiques au plan international pour pouvoir travailler à renforcer nos soutiens mutuels, mais aussi voir ce qui peut être fait dans le domaine du développement. Nous nous réjouissons dans ce cadre d'être invités par notre homologue, le ministre Sergei Lavrov, pour ces premiers échanges. Premiers échanges d'un rendez-vous qui promet d'établir des relations de coopération stratégique, dynamiques et solidaires entre l'AES et la Fédération de Russie. Comment renforcer et consolider les acquis déjà enregistrés dans cette coopération? C'est l'autre enjeu fondamental de la rencontre de ce jeudi entre le ministre russe et ses homologues du Mali, du Burkina Faso et du Niger. 3 pays, un destin commun, un partenaire privilégié, la Russie qui leur apporte aujourd'hui un soutien de taille pour restaurer la sécurité. La sécurité de nos pays repose essentiellement sur les épaules de nos populations, sur les épaules de nos dirigeants, mais ceci n'exclut pas que nous puissions engager des partenariats avec d'autres acteurs à l'extérieur de la région dans le cadre d'avantages comparatifs pour qu'ils puissent nous accompagner, mais en gardant encore à l'esprit que la sécurité de nos populations demeure notre principale responsabilité et que nos pays se sont engagés
à dégager les ressources nécessaires dans leur budget respectif pour faire face à la dimension sécuritaire. Mais nous travaillons pour pouvoir avoir une approche stratégique concertée avec d'autres partenaires qui peuvent amener des contributions en termes de capacité, en termes de technologie ou d'autres moyens matériels dont nous avons besoin pour assurer notre sécurité, et la Russie fait partie des acteurs qui disposent de ces moyens-là. Des moyens russes déjà utilisés par les trois pays ont contribué à changer les rapports de force sur le terrain. Preuve, la posture offensive actuelle des différentes armées qui évoluent en toute autonomie sous le cadre des opérations sans l'appui extérieur. Actualité des forces armées maliennes, vous le savez certainement, l'état-major général des armées, à travers un communiqué, a informé l'opinion nationale et internationale de la perte d'un de ses aéronefs à Tinzaouaten, dans la région de Kidal. L'appareil s'est écrasé au cours d'une mission ordinaire de surveillance du territoire dans le cadre des opérations de sécurisation des personnes et des biens pour mettre fin aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et donner la bonne information. Le chef d'état-major général, le général de division, est revenu sur les circonstances de cet incident. C'était au micro de Abdoulaye Sakou. Je confirme le contenu du communiqué de l'état-major général des armées qui a été diffusé par la DIRPA relatif à cet incident de crash d'un aéronef des FAMA. Et tout d'abord, je voudrais dire que les FAMA poursuivons les missions de recherche et de destruction des refuges terroristes sur l'ensemble du territoire national, conformément aux missions qui nous a été confiée, la mission de défense du territoire national, en coordination avec les autres pays de l'AIS. C'est dans cette mouvance et sur la base des informations reçues et des renseignements confirmés et recoupés que nous avons engagé un aéronef dans la localité de Tinzaouaten, où se tenait une grande réunion des cas de terroristes. L'information a été confirmée, c'était en réunion, c'est dans ce cadre qu'on a engagé cet aéronef-là, dans le cadre de la recherche et la destruction de cet objectif. Donc, de l'analyse de tous les rapports et des comptes rendus qui nous sont parvenus, je confirme que l'aéronef opérait dans les limites du territoire national, comme il l'a toujours fait. Ce n'est pas notre première fois d'opérer dans la région de Kidal ou bien dans le secteur de Tinzaouaten. Nos aéronefs ont toujours opéré dans les limites du territoire national. Je voudrais dire, sur ce plan, nos forces restent des forces professionnelles et nous gardons un grand sens de responsabilité. Donc les coordonnées du crash sont disponibles, ont été relevées, et ces coordonnées du crash confirment que le crash a eu lieu sur le territoire national. Donc les enquêtes sont en cours et nous attendons des conclusions qui donneront plus de détails. Le message que j'ai à lancer au peuple malien, c'est de rassurer le peuple malien que nous sommes des forces professionnelles, forces armées maliennes restent des forces professionnelles, tant en organique qu'en opérationnel. Les missions de recherche et de destruction des refuges terroristes vont continuer et s'intensifier sur l'ensemble du territoire national. Je demande à la population de rester sereine, de faire confiance aux FAMA. Nous restons déterminés et surtout de faire confiance à nos autorités par rapport à la gestion de cet incident. L'autre point que j'ai à dire, rassurer le peuple malien, pour dire que cet incident n'entame à rien nos capacités opérationnelles. La preuve est que ce matin déjà, dans la même localité de Tinzaouaten, des informations recoupées et des renseignements confirmés. On parlait encore de la présence des terroristes dans la même localité et la cible a été repérée et traitée ce matin. Donc je voudrais dire au peuple malien d'être serein, appeler la population malienne à avoir confiance aux FAMA et à nos autorités. Et je dis, les forces armées maliennes sont des forces professionnelles et nous avons un grand sens de responsabilité. Je veux dire et je répète que nous ne doutons pas. Aucun doute dans notre esprit par rapport à ce qui concerne la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Aucun doute, aucune menace ne nous entravera par rapport à cette mission. Nous restons déterminés, nous allons défendre notre territoire, nous allons protéger les Maliens jusqu'au sacrifice ultime, comme le serment que nous avons pris. Donc, toute cette campagne, ou bien tout ce qui est en cours aujourd'hui, nous n'allons pas nous laisser divertir, nous allons continuer nos missions de recherche et de destruction des terroristes sur l'ensemble des territoires nationaux. Et je mets quiconque à défi, toute personne, j'ai l'habitude de dire, toute personne qui se mettra, ou bien toute organisation qui se mettra en travers de la sécurité
et la stabilité du Mali, nous allons vous combattre. Nous allons le combattre. Combattre comme la mission nous a été confiée. Et je dis, les enquêtes continuent, attendons les conclusions de cette enquête et faisons confiance aux forces armées maliennes et à nos autorités politiques. Et l'état-major général des armées informe l'opinion que l'exploitation des renseignements et la traque des groupes terroristes continuent sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, les nombreuses bases et cachettes logistiques des terroristes identifiés par les guetteurs aériens, notamment dans les secteurs nord-est et sud-est, dans un rayon de 400 km de Kidal, continuent d'être traités. En effet, dans la nuit du 1er au 2 avril 2025, lors d'un vol ordinaire de surveillance, un mouvement de véhicules pick-up transportant des terroristes armés avec de la logistique a été repéré à 3,5 km au sud-est de Tinzaouaten et à 2 km de la ligne frontalière. Les renseignements techniques et humains ont permis de recouper et confirmer la nature de la cible qui a été traitée avec succès. L'analyse de l'explosion a posteriori a révélé la présence de grandes quantités de substances explosives. L'état-major général des armées demande aux populations de se démarquer des terroristes et de leurs refuges. Il met en garde les sponsors des terroristes ainsi que leurs complices. Les opérations de sécurisation se poursuivront sur l'ensemble du territoire national. Les veuves et orphelins des militaires tombés pour la défense de la patrie viennent de bénéficier de la largesse de certaines associations et fondations du Mali. Une grande quantité de vivres et de non-vivres composés de riz, d'huile, d'habits et d'une enveloppe leur ont été offertes. Suivons le commentaire de Bokari Koulibaly avec le concours de nos confrères de la DIRPA. Les bras chargés, des personnes de bonne volonté volent au secours des orphelins et veuves des militaires tombés pour la patrie. Un important lot de vivres et non-vivres leur sont ainsi offerts. Une aide qui émane des associations africaines de transformation du Mali face au dénuement, père et mère des enfants et de la fondation Influence. Le père et la mère des orphelins ont ramené 20 sacs de riz de 50 kg, 20 bidons d'huile de 5 litres, 20 cartons de savon. Rien ne pourra combler l'absence de vos maris, mais nous tenons à vous assurer que vous faites partie intégrante de la grande famille malienne. Votre courage inspire et rappelle à chacun d'entre nous que le combat de vos époux pour la paix et la liberté n'était pas vain. Face à l'étendue et l'importance de l'action humanitaire, reconnaissance et gratitude sont les seuls mots des responsables du service social des armées. Il me plaît ici de rendre un hommage amplement mérité à ces patriotes, ces vaillants et infatigables donataires pour leur effort considérable ainsi que leur souci constant du bien-être des veuves et des orphelins des militaires. Nous apprécions hautement ces efforts qui s'inscrivent dans le cadre de l'assistance et l'amélioration des conditions de vie des familles des militaires. Ces précieuses donations viennent à point nommé et impactera de manière significative les bénéficiaires. Cet acte de bienfaisance qui résonne comme un espoir est aussi une invite aux autres enfants de la patrie à faire parler leur cœur pour les parents de nos militaires morts sur le champ de bataille. De l'eau potable pour les élèves de l'école publique de Faladja Sokoro en commune 6 du district de Bamako et à l'académie d'enseignement de la rive droite. C'est au compte des œuvres sociales du président de la transition. Ces réalisations ont été livrées aux bénéficiaires par l'équipe dirigée par le conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales. Le reportage de Awadit Makamara. Les élèves de l'école publique de Faladja Sokoro en commune 6 du district de Bamako se ravitaillaient en eau à partir de ce puits délabré. Cela provoquait de nombreuses maladies qui impactaient l'éducation de bon nombre d'enfants. Aujourd'hui, ce problème appartient au passé. Le président de la transition, dans le cadre de ses œuvres sociales, offre gracieusement le 408e forage à cet établissement. Il garantit ainsi un accès à l'eau potable aux élèves et au personnel enseignant. Merci au président de la transition, nous sommes très contents. On puisait de l'eau dans ce puits. Après, on nous a donné un robinet. Mais c'était très difficile. On le remercie. L'inauguration de ces châteaux d'eau offerts par son Excellence, président de la transition, chef de l'État,
et une véritable bénédiction qui marque un tournant dans notre quotidien. Nous savons tous combien l'accès à l'eau potable est vital. À quelques pas de l'école publique, l'Académie d'enseignement de la rive droite bénéficie également du 409e forage 3 mois après l'installation de panneaux solaires. Ce geste va beaucoup rester dans nos cœurs. Un geste combien noble parmi tant d'autres. Il me plaît de dire que c'est la toute première fois qu'une académie bénéficie d'un forage. Ce qui dénote de la volonté de créer un cadre convivial à la communauté éducative. Ainsi, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à travers cette action, souligne son engagement à améliorer les infrastructures éducatives. On sait que c'est le Mali d'Inkoura qui bâtira le Mali Koura. Il faudrait que le Mali d'Inkoura travaille et son savoir dans de meilleures conditions, en sécurité. Et que les enseignants aussi soient dans de meilleures conditions pour pouvoir transmettre leur savoir. Le président de la transition est motivé par sa solidarité et son engagement et voudrait aussi que d'autres Maliens puissent l'imiter. Et à ceux qui bénéficient de ces ouvrages-là, de leur dire d'en prendre soin. Le conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales a par ailleurs rendu un hommage à Djikine Atoumagakou, deuxième vice-présidente du CNT, décédée le 1er avril 2025. Le concours de recrutement de la fonction publique au titre de l'année budgétaire 2024 débute samedi prochain. Plus de 57 000 candidats ont postulé. Le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social à travers ses services techniques entendent tout mettre en œuvre pour lutter contre la fraude et la corruption. Pour ce faire, plusieurs innovations sont enregistrées pour garantir la transparence des concours qui se poursuivent jusqu'au 20 avril prochain. Seydou Traoré est allé à la rencontre des différents acteurs, suivant son reportage. L'organisation du concours direct de recrutement à la fonction publique de l'État a connu une transformation significative depuis la révision et la modification de son règlement. Pour l'organisation des concours, il est fait un communiqué. C'est ce qu'on appelle le communiqué d'ouverture du concours. Et ce communiqué d'ouverture permet effectivement aux candidats potentiels d'avoir connaissance effectivement des emplois mis à concours. Et pour le concours 2024, exercice budgétaire 2024, nous avons ouvert ce concours par un communiqué numéro 2025-002, ministère du Travail, de la fonction publique, dialogue social, donc du 17 janvier 2025. Et ce communiqué, qui est affiché au niveau du centre des concours de la fonction publique, qui se trouve au quartier du Fleuve, prévoit un recrutement de 773 fonctionnaires, toutes catégories confondues. Le concours est organisé sous la responsabilité du Centre national des concours de la fonction publique de l'État. Le dépôt des candidatures a débuté le mercredi 22 janvier et s'est clôturé le vendredi 21 février 2025 dans les régions de Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et les districts de Bamako. L'an dernier, on avait 66 000 candidats. Cette année, on a plus de 57 000 candidats. Chaque candidat doit être soumis à 2 épreuves. Une épreuve de culture générale et une épreuve technique. Le concours de la fonction publique dont le recrutement est en cours se déroulera selon les dispositions de l'arrêté 0016 du mois de janvier dernier qui en fixe les modalités d'organisation. Cette étape est supervisée par la sous-commission d'organisation des concours au niveau central. L'innovation essentielle que nous avons apportée, c'est d'abord, comme je l'ai dit, le champ de sujet a changé. Donc la méthode a changé complètement, donc pour donner une transparence effectivement à l'opération. Ensuite, nous avions opté pour la codification des copies d'examen, qui est une première. La codification, c'est un système que nous avons inspiré de la nouvelle ENA et toutes les copies d'examen donc sont codifiées. On a un centre à Bamako, des centres au niveau de 6 régions et après le déroulement des épreuves, les copies des différents centres sont acheminées à Bamako par le soin de nos superviseurs. On ne connaît pas la provenance des enveloppes, non plus la provenance des copies. Donc à ce niveau, je dirais que la transparence est garantie. Tous les acteurs insistent sur le fait qu'aucun candidat ne doit espérer réussir grâce à un soutien extérieur. Un pays ne peut avoir des ressources humaines de qualité sans la transparence.
Donc il faudrait bien que les enfants d'abord comptent sur leurs propres efforts. Personne ne peut faire passer quelqu'un aujourd'hui au concours de la fonction publique. La vérification et l'authentification des dossiers sont des étapes cruciales du concours, permettant ainsi un contrôle approfondi des dossiers des candidats admissibles. En fonction des moyens et du nombre prévu par corps, on fait le tri des dossiers, des admissibles. Et quand on fait le tri des dossiers, c'est en ce moment qu'on fait sortir les attestations, les diplômes et les lettres d'équivalent. On les envoie au niveau des établissements qui ont délivré ces diplômes pour qu'ils authentifient. Et ça aussi, on les met en garde parce que ça, c'est des informations qu'on ne doit pas divulguer parce que c'est confidentiel. C'est après l'authentification de ces attestations. S'il y a des faux, on retire ces faux-là, on les met à l'écart et ça veut dire que les détenteurs de ces fausses attestations ne feront pas partie des admis. Enfin, le jury du concours veille à la régularité des épreuves. Cette commission a pour vocation à statuer sur l'ensemble des questions de régularité du concours. C'est-à-dire que lorsque le concours s'est déroulé, les corrections sont finies, les admissibles sont identifiés, les résultats ne sont publiés. C'est cette commission qui revoit le travail qui a été fait par le centre, par le directeur du centre et son équipe pour voir si effectivement les gens ont été classés conformément à ce qu'ils ont obtenu comme résultat dans le travail. À quelques heures de l'ouverture du concours de recrutement de 773 nouveaux fonctionnaires, le département en charge de la fonction publique rassure et invite les candidats à compter sur leurs propres efforts. Apprenez les leçons, faites des révisions et vous allez passer. C'est vraiment ce message fort que je transmets. Les choses ont changé. Il faut que cela soit compris. Les choses ont changé. Ça, c'est extrêmement important à savoir. Il ne faut pas compter sur des apprentis sorciers. Les concours se dérouleront du 5 au 20 avril 2025 dans les 6 centres retenus, à savoir Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et le district de Bamako. Vous pourriez donc suivre après ce journal un magazine complet sur l'organisation de ces concours. C'est une réalisation de Sidou Traoré. Parents, éducateurs, professionnels de la santé et associations engagées pour la cause des personnes autistes étaient réunis ce matin dans le cadre de la journée internationale de l'autisme célébrée le 2 avril de chaque année. L'objectif était d'informer le grand public sur l'autisme et à lutter contre les préjugés pour une meilleure inclusion des malades atteints d'autisme. Le point avec Maïmouna Guindou et Abdoulaye Diarra. Imaginez un enfant qui voit le monde différemment, un enfant qui entend, ressent et perçoit autrement, mais que la société ne comprend pas. Eux, ce sont des enfants autistes. Pour offrir une chance à ces enfants d'être acceptés et intégrés dans la société, l'association Autisme Mali apporte sa contribution. Une journée pour briser les tabous, informer et sensibiliser sur ce handicap est consacrée à ces tout-petits. L'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement. Donc, c'est une différence de fonctionnement du cerveau de l'être humain qui intervient avant l'âge de 3 ans. Donc, ce fonctionnement différent du cerveau amène certaines difficultés à l'enfant, notamment des difficultés dans la communication, verbale ou non verbale, des difficultés aussi dans le comportement et des difficultés au niveau des interactions sociales. Comment faire avec les autres. Beaucoup de personnes pensant que leur enfant est autiste baissent les bras, donc ne font rien pour aider cet enfant à être inclus en milieu scolaire ordinaire alors que c'est possible. Donc de montrer qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour aider ces enfants à avoir accès aux apprentissages comme les autres enfants de leur âge. Selon les spécialistes, plus tôt l'autisme est détecté, plus il est possible de mettre en place des stratégies éducatives et thérapeutiques qui favorisent le développement, l'inclusion et l'autonomie des enfants autistes. Lorsqu'on a un enfant autiste au Mali, ici, on est confronté à beaucoup de difficultés, notamment le diagnostic, parce qu'il y a l'errance médicale. L'errance, c'est-à-dire que les parents courent beaucoup avant de pouvoir trouver le diagnostic de leur enfant. Donc, ce qui est un problème. Normalement, on doit faire le dépistage aux alentours de 3 ans et mettre en place tous les accompagnements qu'il faut pour aider cet enfant à se développer. Mais si cela ne se fait pas, les parents
face à l'errance médicale. Donc du coup, beaucoup d'enfants ne sont pas dépistés tôt. Ça se passe très bien avec mon enfant puisqu'on a eu à faire une prise en charge assez tôt. Quand vous voyez mon enfant, si je ne vous dis pas que c'est un autiste, vous n'allez pas le reconnaître automatiquement que c'est un autiste. Qu'est-ce qui se passe? Il faut une prise en charge assez tôt. Quand on ne fait pas la prise en charge assez tôt, l'enfant traîne avec je ne dirais pas un handicap, mais avec cette petite différence, d'où son intégration devient un peu difficile avec la société. Cette initiative ouvre la voie à d'autres actions en faveur de l'inclusion des enfants autistes dans la société. Les participants ont exprimé le souhait que ce type d'événement soit organisé régulièrement pour poursuivre la sensibilisation et l'amélioration des conditions de vie des personnes autistes et de leurs familles. Le marché des fruits dénommé Namasadanga est un espace aménagé au bord du fleuve Niger, en commune 2 du district de Bamako. C'est un lieu d'approvisionnement en bananes par excellence qui est d'ailleurs confronté au défi de conservation du fruit pendant cette période de forte chaleur. Pour résoudre cette équation, les commerçants estiment qu'il faut une utilisation judicieuse des chambres froides, étape après laquelle les bananes doivent être vendues, sinon elles ne pourront plus être consommées. Notre équipe dirigée par Daouda Kone a fait un tour pour en savoir davantage. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, une banane très mûre commencera à noircir lorsqu'elle est placée au froid. Capricieuse, la banane préfère être sous une température ambiante pour conserver sa fraîcheur. Après la pesée, nous utilisons un produit qui facilite la maturité des bananes. Elles sont placées dans des cages en bois pour ensuite les mettre dans des conteneurs frigorifiés pour 7 jours. Les bananes vendues à Bamako viennent, selon les saisons, d'autres villes du Mali ou des pays voisins. Fruits prisés par les Maliens, les bananes sont présentes sur point de vente de fruits. Face à la forte chaleur au Mali, les acteurs du sous-secteur banane s'adaptent au climat pour se tirer d'affaires. Nous venons de Kouchala. Depuis la plantation, nous prenons contact avec les clients qui sont des grossistes. Après l'accord, nous cherchons un camion pour l'acheminement. C'est que les problèmes de conservation se posent souvent dû au mauvais état du camion. La conservation de la banane constitue un défi majeur. Pendant la période de forte chaleur, les pertes peuvent être enregistrées par les vendeurs puisque les chambres froides sont soumises à une épreuve de délestage. Cette étape de la conservation est capitale car elle permet de garder la banane jusqu'à la maturité. La banane ne prend pas de temps avec nous. Si cela arrive, nous faisons en sorte que les clients fidèles viennent les chercher et essayer de les écouler. C'est un fruit difficile à conserver, surtout en période de chaleur. C'est aussi une période où le prix est au rabais. Pour ne pas perdre, nous vendons à 50 francs l'unité. Au lieu de 100 francs d'habitude, c'est une perte. La banane reste un excellent choix pour l'équilibre de l'alimentation. Sa conservation, bien que difficile, doit être faite à une attention particulière. Focus sur le CNPV, Centre national de promotion du volontariat du Mali. Il a pour mission la promotion et la gestion du volontariat national pour le développement. L'un de ses objectifs majeurs, c'est de contribuer à l'élaboration de la politique nationale de volontariat, gérer, former, suivre et évaluer les volontaires. Il s'agit surtout de mettre un accent sur la valorisation du volontariat au Mali. Aujourd'hui, plusieurs départements ministériels bénéficient de l'appui des volontaires dans l'exécution de leur mission, comme le cas avec le ministère en charge des transports. Notre équipe de reportage dirigée par Youssouf Diakité y a fait un tour pour mieux comprendre ses missions et son fonctionnement. Le Centre national de promotion du volontariat est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion, placé sous la tutelle du ministère en charge de la jeunesse et des sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Le centre évolue dans presque tous les domaines de développement socio-économique. C'est ce qui justifie d'ailleurs ce partenariat avec le ministère des Transports, axé sur l'opération de contrôle des normes et des gabarits des gros porteurs.
1er avril 2025, les volontaires ont commencé au niveau de 9 postes frontaliers, dans les cadres du contrôle des camions qui sont hors normes, hors gabarit. Par la grâce de Dieu, ils ont bien démarré, il n'y a pas eu d'incident majeur. L'état de nos routes laisse à désirer. Chaque année, le gouvernement de la République du Mali investit d'énormes sommes d'argent pour la réparation des routes. Parce que la plupart des camions qui transportent nos marchandises prennent des surplus. Non, cette surcharge-là, nos goudrons ne sont pas conçus pour ces charges-là. Non, c'est ce qui fait que chaque année, l'état de nos routes vraiment laisse à désirer. Donc, vu l'ampleur des dégâts, le ministère des Transports a vu l'urgence, a demandé vraiment, décidé d'agir. Nous avons mis à la disposition du ministère des Transports 44 volontaires. Le volontariat reste un formidable outil pour l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est surtout un acte d'échange et un engagement, selon la direction générale du CNPV. Les valeurs qui sous-tendent le volontariat national sont le civisme, la citoyenneté, la solidarité, les dons de soi, la liberté, la responsabilité sociale, l'amour de la participation, le respect de l'autre, entre autres. Sur plus de 150 véhicules qui ont été enregistrés à nos frontières, plus de 100 sont hors normes. Plus de 100. Donc l'opération va durer 1 mois, donc à la fin du mois, mais nous souhaitons vivement que cette opération soit renouvelée. Nous appelons au sens patriotique de nos routiers, de nos transporteurs, pour que vraiment ils essaient de respecter les normes. Le mandat du CNPV, faut-il le rappeler, c'est de fédérer les efforts en faveur du volontariat au Mali en vue de faire de celui-ci un catalyseur du développement local à travers une dynamique communautaire participative tendant à donner une réponse ciblée aux besoins des communautés, une démarche qui se trouve au cœur des priorités du gouvernement de la transition. Je vous l'annonçais déjà hier, l'application de la mesure interdisant la circulation des gros porteurs hors gabarit est effective. La gouverneure de la région de Sikasso était sur le terrain pour restaurer l'ordre et faire protéger les usagers et les infrastructures conformément à la réglementation en vigueur depuis ce 1er avril. Compte rendu, Moussokoro Sérémi et Daouda Konati. Ils endommagent les infrastructures, provoquent des accidents et paralysent la circulation. Ces véhicules gros porteurs hors normes font l'objet de contrôles et devront désormais se conformer aux nouvelles dispositions fixant les conditions de l'usage des voies ouvertes à la circulation publique et de mise en circulation des véhicules. À la direction régionale des douanes, où elle a officiellement lancé l'opération, la chef de l'exécutif régional, accompagnée des autorités administratives et politiques, vient personnellement veiller au respect de l'application des mesures édictées. Nous faisons que renforcer la sécurité routière et en assurant une fluidité du trafic routier et en minimisant les cas d'accident. Et que tous les acteurs du transport s'y mettent et pour l'application stricte et de cette disposition. Les corridors concernés par ces réglementations dans la région de Sikasso sont ceux du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. À Zégoua, où transitent plus de 500 camions par mois, selon le bureau local des transports, le verdict de la direction des transports est pour l'heure sans équivoque. En longueur, ça fait les 16,50 mètres. En largeur, ça fait les 2,50 mètres. Et en hauteur, ça fait les 4 mètres. Depuis 7 h du matin, je suis là et avec mon équipe, on a fait le constat de 9 véhicules contrôlés. Aucun de ces véhicules ne répond aux normes. Donc, d'où vraiment l'interdiction, elle vient à point nommé. Ça me fait mal de voir que nous sommes dans cette situation-là. C'est pour notre propre intérêt. Nous devons adhérer à l'idée. À noter que cette opération est menée en étroite collaboration avec 8 volontaires du Centre national pour la promotion du volontariat. Les véhicules ainsi sanctionnés resteront stationnés à la direction des douanes jusqu'à la régulation de leur situation.
Et dans la région de Koutiala, l'UNICEF a construit, réhabilité et équipé des salles de classe. L'UNICEF répond ainsi au cri de cœur de l'Académie d'enseignement de Koutiala. Cet investissement lui a coûté plus de 120 millions de francs CFA. La cérémonie officielle de remise des infrastructures avec Brema Koné et Assita Berti. Suite à des difficultés d'ordre financier, l'UNICEF a répondu à un cri de cœur de l'Académie d'enseignement de Koutiala à travers la réalisation et l'équipement de plusieurs infrastructures. L'Académie d'enseignement de Koutiala a sollicité et obtenu de l'UNICEF la réalisation d'un forage positif équipé en adduction d'eau sommaire, la dotation de 20 écoles du fondamental 1 en support visuel et en matériel de géométrie, la construction de 5 CDPE, l'équipement de 15 CDPE en mobilier et jeux de plein air. L'UNICEF a décidé de répondre favorablement aux requêtes de l'Académie d'enseignement de Koutiala portant sur les activités citées ci-dessus pour un montant total de 120 243 145 francs CFA. Le développement holistique de l'enfant dans toutes ses dimensions est un mandat de l'UNICEF. L'éducation dans son ensemble et plus particulièrement le développement de la petite enfance y joue un rôle prépondérant. Pour la remise officielle des réalisations et des équipements, les responsables de l'UNICEF, les autorités scolaires et administratives ont effectué le déplacement à Sinzinan, Siesso et Namposela dans le cercle de Koutiala ainsi qu'à Negela dans le cercle de Konsegela. La boucle est bouclée à Nkwanchesso dans le cercle de Mpesoba. L'UNICEF, par ses appuis, vient confirmer une fois de plus son engagement auprès des plus hautes autorités scolaires du Mali à offrir un cadre décent d'apprentissage pour ces enfants qui ne demandent rien qu'à jouir de leur droit à un enseignement de qualité. Le programme de coopération Mali-UNICEF devra continuer à contribuer à l'amélioration des indicateurs de performance scolaire. Vigilance face à l'ennemi, ordre et discipline dans la voie tracée vers le développement. Voilà résumé le discours du chef de l'État du Burkina Faso hier à Koulouba à la faveur de la cérémonie de montée des couleurs. Discours à travers lequel le capitaine Ibrahim Traoré définit clairement le chemin emprunté par le Burkina, celui de la révolution progressiste populaire. Et pour le rayonnement du pays, il attend de chaque Burkinabé le sacrifice et le don de soi. Retour sur son discours avec Bienvenue Taonsa. Le Burkina va rayonner, n'en déplaise à ceux-là qui ont la nostalgie encore des années 87. Sur le pied de guerre, le capitaine du navire Burkina parle depuis le palais de Koulouba. Le Burkina Faso soutient-il poursuit sa marche inexorable vers l'horizon du bonheur et sur le champ d'honneur, les progrès opérés sont significatifs. À titre d'illustration, la reconquête de zones sous emprise terroriste depuis des années et plusieurs autres en phase de consolidation. Le progrès qui est fait, les terrains reconquis dans ce premier trimestre sont d'ordre stratégique et ça nous a permis d'aller nous implanter jusqu'à la frontière. Et ça, c'est très remarquable. Nous allons poursuivre donc dans ce sens, zone par zone, étape par étape, pour nettoyer le territoire et reconquérir l'entièreté de notre pays. Mais vigilance à tous les niveaux, prévient le chef de l'État, car le Burkina Faso, dans sa dynamique révolutionnaire, fait mal et l'ennemi tente par tous les moyens de la stopper. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Mais oubliant donc que les époques ont changé et nous sommes sur le pied de guerre, nous les attendons de pied ferme. Leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Le président du Faso met en garde, quiconque se laisse manipuler par l'ennemi, ce sera à ses risques et périls, et beaucoup l'ont déjà appris à leurs dépens. L'ennemi s'est recruté, et il recrute encore des traîtres. Pas plus qu'il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés. Et qui j'appelle traîtres, c'est ceux-là qui sont parmi nous, qui continuent de travailler, d'être des agents
pour des ambassades de pays impérialistes implantés au Burkina Faso. Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d'autres. La cupidité n'a pas de place dans ce Burkina nouveau, un Burkina résolument engagé dans la transformation structurelle de toute la société, transformation qui a pour ligne directrice l'ordre et la discipline. Elle se fera dans l'adversité, mais le Burkina Faso vaincra. Nous allons poursuivre notre révolution, nous allons développer nos infrastructures, que ce soit du côté de la santé, du côté de l'éducation, que ce soit les infrastructures routières. Nous allons développer notre industrie, transformer ce que nous voulons et consommer ce que nous avons transformé. Le chef de l'État se veut un peu plus clair. Nous sommes bien en révolution progressiste populaire, une idéologie qui n'a de finalité que le développement du Burkina Faso à travers celui des masses laborieuses. Nous sommes bel et bien en révolution. Ceux qui ne l'avaient pas compris, on le dit encore haut et fort. Il faut que tout le monde incorpore cela. Et notre rôle de communiquer, d'expliquer, de faire comprendre ce que c'est que notre révolution, nous allons continuer à le jouer. Le sacrifice, le don de soi, voilà ce qu'attend le capitaine Ibrahim Traoré vis-à-vis de chaque Burkinabé, rendant ici un hommage appuyé au FDS et VDP qui engrangent progressivement des victoires dans la lutte contre le terrorisme. Direction à présent le Niger à la découverte d'un jeune producteur de pommes de terre. Son nom, Issoufou Sidou, habitant de Damana, chef-lieu de la commune rurale de Tondikandia, région de Tillabéri. Il a décidé à sa manière d'apporter sa pierre à l'édifice dans la quête de la souveraineté alimentaire. Découvrons-le dans ce reportage de Assimi Abdoulaye et Abibou Abdrahman Dok. La quête de la souveraineté alimentaire prônée par les nouvelles autorités du Niger commence à se matérialiser de manière palpable, surtout quand ce sont les jeunes eux-mêmes qui se mettent au devant de la scène. À Damana, chef-lieu de la commune rurale de Tondikandia, située à 115 km à l'est de Niamey, Issouf Seydou, jeune producteur de pommes de terre, en est une parfaite illustration. J'étais entrepreneur il y a encore quelques 2 ans. Je suis revenu au village et je suis devenu producteur de pommes de terre. L'année dernière, qui était donc ma première fois, on a pu récolter jusqu'à 50 tonnes. Je pense bien que cette année, probablement avec ce que je vois là, si ça continue à cette allure, on peut avoisiner 70-75 tonnes. Ce qu'on fait en général, c'est sur Niamey. On les vend pour des grossistes. Mais cette année, on a commencé à vendre même à Maradi. Bon, je pense que ça se passe bien, puisque avec tout ce qui se dit actuellement, la Oussani, ça fait que, bon, vraiment tous, on prend beaucoup de courage et on arrive, vous les voyez, à produire de très belles pommes de terre. Cependant, le seul bémol que rencontrent les producteurs de la pomme de terre est celui de la conservation de la production. Aussi, ils appellent au bon sens des décideurs pour mettre à leur disposition des magasins appropriés. Vraiment, alhamdoulilah, vraiment ça va bien. On a un seul problème qui arrive, c'est qu'on n'arrive pas à la conserver. Voilà, c'est je dirais le souci qui peut arriver. Mais sinon, une fois qu'on arrive à récolter ça, on s'en sort très très bien. Le problème que tout le monde a, c'est sur la revente. Le jeune Issouf Seydou a l'ambition de produire sur place d'autres denrées alimentaires afin de répondre efficacement aux attentes des populations nigériennes, mais surtout pour contribuer à la souveraineté alimentaire au Niger. Et ce communiqué du Conseil national de transition, le président du Conseil national de transition, les membres du bureau et de la conférence des présidents, ainsi que l'ensemble des membres du Conseil national de transition et du personnel parlementaire ont la profonde douleur et l'immense tristesse de vous annoncer le décès de l'honorable Djikine Atouma Gakou, deuxième vice-présidente du Conseil national de transition, survenue le mardi 1er avril 2025 à Bamako des suites d'une courte maladie. L'honorable Djikine Atouma Gakou était membre du Conseil national de transition de décembre 2020 jusqu'à son rappel à Dieu. Portée par ses pairs en qualité de deuxième vice-présidente du Conseil national de transition, elle a joué un rôle déterminant dans la conduite des délibérations, veillant avec une constance admirable à ce que l'institution remplisse sa mission au service du peuple malien. Parlementaire d'exception, sa rigueur, sa sagesse et son dévouement ont marqué les travaux du Conseil national
national de transition. Les membres de la commission des travaux publics, des domaines de l'habitat et des transports, l'honorable Djikine Atouma Gakou a honoré notre pays en tant que délégué du président au sein de l'Union parlementaire africaine UPA. À cette tribune, elle a défendu avec ferveur les idéaux d'une Afrique unie et souveraine, contribuant à renforcer les liens entre les parlementaires africains. Sa voix respectée dans les assemblées de l'UPA portait haut les aspirations du Mali. Sa disparition est une pertinence pour le Conseil national de transition, pour la communauté parlementaire africaine, la Fédération malienne des associations de personnes handicapées et pour le peuple malien. Nous perdons une patriote sincère, une femme de devoir dont l'engagement envers la mère patrie et le progrès collectif resteront gravés dans nos mémoires. Le Conseil national de transition lui rendra hommage ce jeudi 3 avril 2025 à 10h sur l'esplanade du 26 mars avant de la conduire à sa dernière demeure. En cette douloureuse circonstance, le président du Conseil national de transition, au nom de l'institution parlementaire, présente ses condoléances les plus émues à sa famille, à ses proches, aux membres de la Fédération malienne des associations de personnes handicapées, que son âme repose en paix. Et oui, Atouma Djikine Atouma Gakou nous a quittés à l'âge de 67 ans, à quelques jours de l'ouverture de la session parlementaire d'avril prévue le 7 de ce mois. Retour sur son parcours avec Alousseni Touri. Sa personnalité inspire le respect et le sérieux. D'un tempérament calme et pondéré, Djikine Atouma Gakou ne reste pas moins un cadre au parcours riche et d'un engagement à toute épreuve. Son handicap n'a jamais constitué un handicap, puisqu'elle s'en est servie comme atout pour se hisser au niveau où elle est parvenue. Madame Djikine Atouma Gakou est titulaire d'une maîtrise en administration sociale, d'un diplôme de contrôleur des services généraux obtenu à l'École nationale des postes et d'un DEUG en sciences économiques à l'École nationale d'administration. Mais Madame Djikine ne va pas garder ses parchemins au fond de sa valise. Loin de là, elle va s'en servir pour se mettre au service de son pays. Ainsi, en 1995, elle occupe le poste d'assistante administrative au sein de l'ONG Équilibre, puis elle deviendra coordinatrice nationale de Handicap International au Mali de 1996 à 2006. De 2009 à 2010, elle s'est occupée au Programme national d'action pour l'emploi en vue de réduire la pauvreté au ministère de l'Emploi comme administrateur du dit programme. De 2010 à 2014, elle occupa le poste d'administrateur social à la direction des finances et du matériel du ministère de l'élevage, conseiller technique au ministère de la jeunesse et de la construction citoyenne de 2014 à 2015, puis chargé de mission au ministère de la solidarité de 2015 à 2020. Et c'est justement en 2020 que Madame posa ses valises au Conseil national de transition, dont elle demeurera membre puis deuxième vice-présidente jusqu'à sa disparition ce mardi 1er avril 2025. Dans cette institution, comme partout où elle est passée, Madame Djikine s'est distinguée par son engagement et sa loyauté. Parallèlement à ses fonctions professionnelles, Madame Djikine milite au sein des associations de personnes vivant avec un handicap, présidente de la Fédération malienne des personnes handicapées, présidente de l'Union malienne des associations et comités des femmes handicapées, vice-présidente de la panafricaine des personnes handicapées, vice-présidente du réseau africain des femmes handicapées. Madame Atouma Djikine a participé à plusieurs forats à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. La disparition de cette grande figure laisse un vide au sein du Conseil national de transition des personnes vivant avec un handicap et de tout un pays éploré. D'ores en paix, Djikine Atouma Gakou. Ainsi prend fin ce journal. Tout le plaisir était pour moi de vous le présenter. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h, s'il plaît à Dieu.